Bonjour, je vous propose une vidéo qui va porter sur le quartier latin. C'est un quartier fort intéressant qui s'est développé grâce à des changements qui s'étaient passés dans la vieille ville, le centre-ville d'origine, le vieux Montréal qu'on connaît d'aujourd'hui. Et ces changements-là vont se répercuter sur les quartiers populaires qui étaient le quartier latin autrefois. Et, euh, et le quartier latin qui va changer aussi voir des répercussions sur son quartier voisin, qui est en haut de la côte de la rue Sherbrooke. C'est le quartier qu'on appelle le plateau Mont-Royal, l'ancien village Saint-Jean-Baptiste. Alors, on va voir un peu l'histoire de ce secteur-là, hein, tous ces changements-là qui ont fait bouger ces noyaux de quartiers, de paroisses, de villages. Alors, on se lance avec cette belle photo du Square Vigie. Square Vigie qui était situé à l'emplacement de l'autoroute Ville-Marie au port du Vieux-Montréal, entre la gare et Hôtel Vigée, l'ancienne gare et Hôtel Vigée, et le quartier latin de l'autre côté, où vous avez l'autoroute Ville-Marie. Mais vous savez, à une certaine époque, le Vieux-Montréal est entouré d'un ruisseau. On va refermer ce ruisseau-là en 1814. Et on va le renfermer car aussi le remblayer, car bon, ça empêche le développement vers le nord de la ville, c'est un obstacle. Et aussi, ça servait de décharge à ordures. Les odeurs, les nuisances que ça causait. Fait qu'on va canaliser ça, refermer ça. Alors, on va remblayer ça. Et ça va permettre un développement vers le nord du Vieux-Montréal. Alors, on s'en va vers le nord de la ville. Et la première fonction que le secteur va avoir, c'est pas un square tout de suite, ça va être un marché public. Il y a des maraîchers qui vont venir vendre leurs produits de la ferme à cet endroit-là. Et on va retrouver aussi du fourrage, du foin. Alors, les habitants pouvaient venir se fournir en foin à cet endroit-là. Et on retrouvait aussi éventuellement plus tard un parc, un square, qui va apparaître vers le milieu du 19e siècle. Le marché public, lui, on pourrait dire que c'est vers 1818 qui est apparu, selon les documents que j'ai lus, mais ça va changer de vocation pour devenir un lieu où l'élite canadienne-française va choisir pour aller se promener. Un square, hein, un lieu pour bien paraître, pour aller montrer sa redingote qu'on a achetée récemment. Et le square Vigée, on retrouvait une serre, entre autres, qu'on voit représentée ici. Serre qui, un jour, va déménager au parc La Fontaine, qui va être présente jusque dans les années 30 au parc La Fontaine, à l'emplacement où on a le monument à Dollard des Ormeaux. On va raser au parc La Fontaine la serre car on venait d'ouvrir le jardin botanique. On ne trouvait plus l'utilité au lieu, car la serre aussi servait au parc La Fontaine et au square Vigée à faire pousser des plantes et des fleurs qui allaient desservir des lieux dans la ville. Donc, c'était la ville de Montréal qui avait des horticulteurs qui s'occupaient de cette serre-là. Ça avait donc une réelle utilité. Dans le Vieux-Montréal, on est sous la rue Bonsecours, ici, là. C'est mignon. Alors, je sais que l'été s'en vient, mais on est au début mai 2026. Alors, c'est bon de vous ramener sur Terre. Un jour, ça va être l'hiver de retour. Sur la rue Bonsecours, ben, c'est là qu'on retrouvait l'élite canadienne-française d'autrefois. Les noms comme Papineau, Vigée, Cherrier, les gros personnages, les grands personnages, les gros personnages aussi d'autrefois. On les retrouve souvent sur cette rue-là. Jacques Vigée, d'ailleurs, qu'on voit ici à gauche. Puis, il y a toujours la maison de Louis-Joseph Papineau, hein, dans le Vieux-Montréal, sur la rue Bonsecours. Si on monte sur la rue Notre-Dame, en face de l'Hôtel de Ville-Montréal, on a l'ancienne maison du gouverneur de Montréal, un bâtiment qui date de 1705, le château Ramsay. Donc, une élite francophone, canadienne-française, qui est là depuis tous les débuts, hein. Le port de Montréal, c'est l'arrivée des gens ici, hein, et des marchandises aussi autrefois. Et il y a quelque chose qui change beaucoup, c'est l'arrivée du marché Bon Secours, hein, bâti entre 1844 et 1847. On accueille les visiteurs par ce bâtiment-là, car c'est le lieu d'arrivage, hein. Il n'y a pas d'aéroport. Les gens autrefois n'arrivaient pas à Dorval ou Mirabel, ils arrivaient par là. C'est ça qu'on voyait en arrivant. Donc on se disait qu'on va bâtir un édifice fort éloquent avec beaucoup de panache qui va servir un peu à impressionner les visiteurs.
mais c'est aussi un lieu d'activité portuaire et industrielle. Cette activité-là va finir éventuellement à dégrader le milieu de vie résidentielle dans ce secteur-là, qui va mener à la population des lieux à migrer, à s'en aller vers le nord, vers le quartier latin, puis un jour le plateau Mont-Royal. Une belle photo aérienne du marché Bon-Secours. Regardez cette photo-là. Il y a un silo à grains devant le marché Bon Secours. L'industrialisation du port de Montréal, éventuellement, vient vraiment faire une barrière avec le vieux Montréal. Aujourd'hui, on passe d'un à l'autre d'une manière très agréable. Là. On fait attention en traversant la rue de la Commune, mais c'est un lieu fort agréable. Mais autrefois, c'était pas le cas. Le vieux Montréal, à côté, c'était un lieu de travail, le vieux port. Le port de Montréal, c'était un lieu bruyant, puant, insalubre. Donc, les gens, ils veulent plus habiter là. Ils vont quitter vers les quartiers plus au nord. Une autre peinture qui représente l'activité portuaire qui était fort intense dans le port de Montréal. Un peu de retour encore dans l'histoire du régime français. La ville, le Vieux-Montréal, étant ceinturée d'une fortification de pierre jusqu'en 1814. On va le raser. En 1992, on va remettre à jour les fondations de ces murets de pierre-là. C'était ceinturé par deux ouvrages, deux murets. Et quand on va les raser en 1814, on va les raser pour la même raison qu'on avait remblayé le ruisseau, c'est-à-dire on veut développer la ville vers le nord. C'est un obstacle. Alors, on va le jeter par terre. Parce qu'en 1814, l'intérieur de la vieille ville, il n'y a plus d'espace pour le développement. Alors, on jette les murets par terre, on remplit le ruisseau et la ville va se développer vers le nord. Et c'est la création du champ de Mars. C'est l'endroit où il va y avoir donc un terrain de parade militaire. Pas d'entraînement, mais plus de parade militaire. De là, de là l'appellation Champ de Mars. Une représentation du Vieux-Montréal à l'époque où les fortifications étaient toujours présentes. On voit qu'il y avait un ruisseau, le fameux ruisseau Saint-Martin. Puis il y avait même un petit lac qui se retrouvait dans l'hôtel et la gare Vigile n'existaient pas à l'époque. Mais ça aussi, ça va être remblayé. On va mettre de la terre par-dessus ça, on va combler ça avec pour continuer le développement vers le nord de la ville. Fait que l'apparence de la ville dans ce secteur-là a beaucoup changé dans les années 1810-1820. Alors, le beau square Vigée, où la bourgeoisie canadienne-française va montrer ses beaux atours, ben, vous voyez, là, on a le square Vigée ici. Là. C'est une photo qui date des années 1940. Donc, le square Vigée existe toujours. On a toute l'activité ferroviaire, on a le port ici. Donc, on peut facilement comprendre que la vie résidentielle dans ce secteur-là, c'est plus nécessairement rendu très agréable. Par exemple, avant toute cette activité-là, ça semblait être un lieu fort agréable. Regardez, vous avez la gare Vigée en face, avec des gens qui flânent. Hein. C'est un beau métier, flâner. Hein, il y avait des fontaines, des serres, des foires pour l'élite montréalaise, des images qui parlent. Juste en face de la gare Vigée. On va bâtir la gare Vigée, elle, qui date de 1898. En face, en 1910, on va bâtir l'École des hautes études commerciales. Le HEC, ça a commencé là. Vous savez, quand l'appellation quartier latin vient du fait qu'il y avait une présence de maisons d'enseignement. Les hautes études, les érudits, les gens qui étudient, ont des connaissances de latin, quartier latin. Alors, donc, on retrouve ce bâtiment-là depuis 1910 et le HEC va déménager et c'est les Archives nationales du Québec, le gouvernement du Québec qui en fait l'acquisition en 1988. Donc un lieu de haut savoir dans un quartier de l'élite canadienne-française de l'époque. Dans ce secteur-là, il y a des communautés religieuses qui s'installent. Comme vous avez les Sœurs de Miséricorde sur la rue René Lévesque, au coin de Saint-Hubert, on retrouvait l'hôpital de Miséricorde pour les filles mères. Les filles qui avaient des enfants hors mariage, souvent elles devaient aller accoucher à l'extérieur de leur village et dans ces endroits-là, ce qu'on appelait des crèches aussi. Hein. Alors, ils abandonnaient leurs enfants là
et revenaient faire leur vie ailleurs. C'est un bâtiment qui va servir à ses fonctions jusque dans les années 1960. Il y a beaucoup de gens qui sont nés à cet endroit-là. Plus tard, après les années 60, au moment de la Révolution tranquille, le bâtiment a plusieurs fonctions, là, CLSC, CHSLD, et c'est abandonné en 2012. Au moment où je vous parle, on est en 2026, et c'est à cet endroit qu'Hydro-Québec va construire aussi un énorme bâtiment qu'on avait prévu construire à côté de la Bibliothèque nationale sur un terrain gazonné qui est le seul terrain gazonné, pratiquement un beau parc dans le quartier latin. Ça aurait été une perte. Alors, Hydro-Québec s'est ravisé suite à des plaintes et aux pressions populaires. Alors, ce bâtiment-là, qui est abandonné depuis 2012, ben, va être intégré dans la nouvelle construction d'Hydro-Québec. Alors, à surveiller. On va surveiller Hydro-Québec. La rue Saint-Denis, près de la rue Emery, hein, vous savez, dans le coin du cinéma du quartier latin, au tout début du 20e siècle. Il n'y a pas de voiture encore, hein? C'est le tramway puis la carriole. Dans le même secteur, hein, un peu au sud de la rue Maisonneuve, pardon, on retrouve l'ancienne église Saint-Jacques, qui est une entrée maintenant pour pénétrer dans l'UQAM. L'église, c'était l'église de l'élite canadienne-française qui avait quitté la vieille ville pour venir s'établir dans le quartier latin. C'est une église qui a connu trois tragédies, trois incendies, 1852, 1858, puis 1933. On voit ici l'église, l'entrée sous la rue Saint-Denis, puis il y avait le transept. Le transept, cette partie-là a été conservée dans le bâtiment de l'UQAM. D'ailleurs, regardez ici, c'est la partie qu'on voit mal à cause des arbres, là, mais un peu plus loin, j'ai une meilleure photo que ça. Alors, ça va être plus clair. Mais on peut voir qu'il y avait d'autres bâtiments de communautés religieuses dans le secteur. Donc, il y avait un côté très institutionnel hein, à la rue Saint-Denis du quartier latin. Alors, on peut voir le transept qui a subsisté. Il y en avait un autre de l'autre côté qui, lui, a été rasé, celui qui donnait sur la rue de Maisonneuve, tandis que celui qui a été conservé sur la rue Sainte-Catherine ben, nous rappelle le style gothique de l'édifice, qui est particulier pour de l'architecture canadienne-française. Car les Canadiens français, au début 20e siècle, ils n'utilisent pas ce qu'on appelle les formes en ogive, les pointes que vous voyez en haut des fenêtres et des portes. C'est plus typiquement protestant. Gothique, habituellement, c'est plus les protestants qui vont dans ce style-là. Mais les Canadiens français, au début du 20e siècle, ils deviennent un peu plus cosmopolites. Ils commencent à avoir des influences qui viennent un peu d'ailleurs, alors ils vont décider d'emprunter aussi le style gothique. En passant, on voit à côté, oh, je vais bouger ma grosse face, là. Regardez ici, on voit la chapelle Notre-Dame de Lourdes qui existe toujours. On va en parler tout à l'heure. Donc, la présence d'institutions, de communautés religieuses, c'était assez marquant. Il y en avait beaucoup. Photos aériennes des travaux, des chantiers de ce qui va devenir le pavillon Hubert-Aquin de l'UQAM. De ce côté-là, on a le pavillon, je pense que c'est Judith Jasmin ici, là. Alors, donc, vous avez tout le pavillon du camp et les restants de l'église Saint-Jacques, qui était une cathédrale aussi à une certaine époque. Et on voit justement l'entrée par les transepts via la rue Sainte-Catherine. Alors, une belle architecture, une vue de l'intérieur de l'église Saint-Jacques. Il y a une autre église intéressante qui existe seulement par fragments, par morceaux, comme l'église Saint-Jacques. C'est l'ancienne église Saint-Sauveur, qui à l'origine s'appelait l'église Holy Trinity. C'était une église pour les protestants, car sur la rue Saint-Antoine, à une certaine époque, il y a eu un manège militaire. Il y avait un régiment militaire qui avait son quartier général là, car un manège militaire, c'est un quartier général. Euh, et c'était leur église qu'ils fréquentaient cette église-là. Puis on peut voir les hautes portes et hautes fenêtres en forme d'ogive. Ici, c'est des protestants, donc ça a tout son sens, là. Alors, cette église-là date de 1865, tandis que l'autre datait de 1825, mais il y a eu plusieurs reconstructions à travers les époques, hein. Euh, Cette église-là, d'ailleurs, quand la communauté protestante va quitter les lieux,
C'est au début du 20e siècle, en 1922, des Syriens de confession melkite qui vont s'occuper de l'Église. Ça devient leur paroisse. Et d'ailleurs, René Angélil a été baptisé à cet endroit-là, hein. Alors, le lieu est abandonné en 1995. On procède à la démolition de l'église et en 2014-2015, on va intégrer ça au futur hôpital du CHUM, à l'emplacement de l'ancien hôpital Saint-Luc. C'est écrit 2024-2015, mais c'est faut lire plutôt 2014-2015. Mille excuses. Des photos qui proviennent du site Image Montréal, un site très riche en photos de bâtiments patrimoniaux existants, mais aussi passés. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, on peut voir la démolition de l'église Saint-Sauveur. C'est le nom que les Melkites avaient donné à l'édifice. Alors, la rue Saint-Denis maintenant, à nouveau, à l'angle Sainte-Catherine. Ça commençait à avoir un côté cosmopolite au début du 20e siècle, hein. La ville commence à s'étendre, le côté urbain. Et quartier latin, je parlais d'érudits, les gens qui parlent le latin. La bibliothèque Saint-Sulpice, il y a des universités dans le coin, des gens de savoir. Alors, c'est l'endroit où les étudiants allaient faire de la recherche, allaient consulter des ouvrages de référence. Puis même, moi, je me rappelle, mes études en histoire, j'ai été à quelques reprises à cet endroit-là, consulter des ouvrages. C'était un très bel endroit, c'était très inspirant. Le bâtiment perd sa fonction en 2005 et la collection va déménager à la grande bibliothèque. Donc, le côté savoir encore du quartier latin est évident par cet édifice-là, avec une belle architecture classique, là, magnifique. On a une photo ici pendant des travaux sur la rue Saint-Denis. J'aurais souhaité vous enlever tout ça, là, les cônes oranges, puis tout ça, mais j'ai pas pu. On voit l'ancienne cathédrale Saint-Jacques. On voit un pavillon de l'UQAM ici. C'est l'emplacement de l'Université de Laval à Montréal, qui est en fait l'ancêtre de l'Université de Montréal. Cet édifice-là apparaît à cet emplacement-là en 1878. C'était la faculté de droit et de médecine. Tout ça avait commencé en passant dans les murs du château Ramsay, sur la rue Notre-Dame, en face de l'hôtel de ville de Montréal. Mais là, on est à l'étroit, alors on se fait bâtir un édifice qui est vraiment à la hauteur de nos ambitions. Alors, on va construire cet édifice-là. Et c'est un édifice où on enseignait la médecine et le droit. L'édifice disparaît sur les flammes en 1919. On pense rebâtir, mais c'est en 1920 que on n'a plus besoin on n'a plus besoin d'être la succursale de l'Université Laval à Montréal. On va pouvoir avoir sa propre charte, ouvrir sa propre université. C'est la naissance de l'Université de Montréal et le choix va être de reconstruire finalement ailleurs, sur les flancs de la montagne. Donc, ce bâtiment-là que vous voyez, c'est l'emplacement de l'ancêtre de l'Université de Montréal. Un autre bâtiment de qualité qu'on retrouve dans le même secteur, hein, sur la rue Saint-Denis, entre Maisonneuve et Sainte-Catherine, c'est l'ancêtre, on pourrait dire, de la Polytechnique de Montréal. C'est l'Institut des arts appliqués, qui est érigé en 1905 dans un beau style classique. Euh, donc, des gens de savoir dans le quartier latin. Vous savez, fin 19e, début 20e siècle, c'est la révolution industrielle qui bat son plein. Les superstars, les vedettes de la révolution industrielle, c'est les ingénieurs. Le chemin de fer, les industries, les machineries, les ascenseurs pour aller en haut, faire fonctionner toutes sortes de trucs, là, pour le modernisme, ça prend un savoir. Et on n'avait pas ça ici. Au début de la révolution industrielle, c'est des gens qu'on fait venir de l'extérieur, d'Europe, des États-Unis. Donc, éventuellement, ce qu'on va faire à la fin 19e, début 20e siècle, la province, le gouvernement va créer des maisons d'enseignement. Souvent, c'est des communautés religieuses, mais parfois, c'est le gouvernement qui intervient. On va former nos propres architectes et nos propres ingénieurs. Et chez les anglophones, on n'avait pas ce problème-là de financement, car le mécénat, vous allez sur le site de l'Université McGill, là, sur la rue Sherbrooke, vous avez un campus entouré de bâtiments qui représentent des facultés de chimie, de génie, de physique. Alors, mais tout ça était le mécénat. Et tout ça, et les élèves,
anglophones, protestants, soit ils trouvaient un débouché dans le monde des affaires, dans les grandes industries. Tandis que dans les institutions francophones, catholiques, on va retrouver des gens diplômés qui vont aller souvent trouver un débouché dans la fonction publique. Ils vont être ingénieurs, mais pour le gouvernement. Alors, donc, ça va vraiment le début de la modernisation de la société québécoise où la gestation de la Révolution tranquille débute dans cette période-là. C'est dans les années 60 que vraiment ça va prendre toute la place, la modernité, là. Dans le même secteur, on est sur la rue Sainte-Catherine en ce moment, oui, tout à fait. On retrouve l'ancienne chapelle de Lourdes, de Lourdes, qui est au transept de l'ancienne église Saint-Jacques. Alors, c'est une église réalisée par un architecte de renom, Napoléon Bourassa. Et quand il réalise ça, lui, il réalise une chapelle. C'est un lieu de recueillement et c'est un lieu mariologique. C'est une chapelle consacrée à la mariologie. Fait que quand j'ai fait ma petite recherche, je suis tombé sur ce mot-là. Je me suis dit, mariologique, c'est ça. Ben, c'est un lieu consacré à la mère de Jésus, à Marie, la Mariologie. Il y a une statue éloquente de la mère Marie à l'intérieur, sur le dessus. À l'intérieur, la décoration est magnifique. Allez visiter ça. C'est une église maintenant. C'est pas l'église, on appelle toujours la chapelle, mais vu que l'église Saint-Jacques n'existe plus, pour la paroisse Saint-Jacques, c'est ça qui sert de lieu de culte maintenant. Sur la rue Maisonneuve, vous avez le parc Émilie-Gamelin. On retrouvait l'hospice des Sœurs de la Providence d'autrefois. C'était un lieu où on retrouvait de l'aide pour les indigents. Soupe populaire, un hospice, dormir le soir, surtout en hiver, des moments difficiles. Alors, c'était ce qu'on retrouvait à cet endroit-là. On va démolir ça pour la construction du métro de Montréal dans les années 1960. Le parc qui va suivre par la suite, pour rendre hommage à l'hospice qui était tenu par les Sœurs de la Providence, on va l'appeler le parc Émilie-Gamelin en l'honneur de la fondatrice des Sœurs de la Providence, Émilie Gamelin. Quelques photos de cet hospice. On en a ici à l'angle de la rue Saint-Hubert, là. Alors, c'était un lieu qui aidait les indigents. On voit ici donc le même édifice. On a la rue Sainte-Catherine ici, hein, c'est une autre apparence, avec les belles voitures. Donc, on est dans les années 30-40, là. On peut voir que le quartier latin commence à changer, là, hein. Rappelez-vous de la photo du début du 20e siècle, on ne voyait pas de voitures, seulement les rails de tramway, puis quelques tramways et quelques charrettes. Le quartier latin commence à bouillonner. Donc, il y a des gens qui vont commencer à bouger vers le nord, en haut de la côte, plateau Mont-Royal, l'ancien village Saint-Jean-Baptiste. Je vous promène un peu, je reviens un peu vers la rue René-Lévesque. En fait, entre René-Lévesque et Sainte-Catherine, il y a un édifice qui est très négligé, mais c'est un bel édifice. C'est l'ancien édifice qu'on appelle le Franco-américain. C'est un édifice qui a été érigé par Napoléon Bourassa. C'est un architecte et un artiste. C'est lui qui a fait la chapelle également. Euh, Notre-Dame de Lourdes, qu'on vient de parler il y a quelques instants. Alors, lui, il réalise ce bâtiment-là. C'est probablement l'une des premières lieux à Montréal où on peut louer des appartements. Alors, une pension, si vous voulez, hein. Alors, parce qu'avant ça, à une certaine époque, les pensions, ça a mauvaise réputation, c'est des lieux louches, hein. Napoléon Bourassa, il va marier la fille de Louis-Joseph Papineau. Alors, des familles vraiment de l'élite canadienne-française. Au départ, Papineau, il n'est pas très impressionné par son gendre quand sa carrière s'envole pas. Mais éventuellement, quand sa carrière va commencer à prendre son envol, et il va trouver que son gendre, finalement, il fait l'affaire, hein. Euh, Napoléon Bourassa, d'ailleurs, c'est le père du fondateur du journal Le Devoir, Henri Bourassa. Il va travailler souvent avec le sculpteur Louis-Philippe Hébert. Louis-Philippe Hébert qui réalise le monument de Maisonneuve sur la place d'Armes dans le Vieux-Montréal. Et il réalise cette sculpture-là qui est à l'entrée. Je vais y revenir. C'est vraiment très drôle, cette histoire-là. Dans l'édifice, il y a eu plusieurs utilités, hein. Il y a eu une compagnie de médicaments
qui s'appelait le bureau de la compagnie. C'était le bureau de la compagnie chimique franco-américaine, c'était le nom de l'entreprise. Il y a eu une faculté de la chirurgie dentaire de l'Université Laval à Montréal, car suite à l'incendie, on va se relocaliser temporairement dans cet édifice-là. Alors, c'est là que va la faculté de chirurgie dentaire. L'édifice, il y a quelques photos qui existent. On peut voir encore la sculpture que je vais vous parler dans quelques instants. C'est vraiment un bel édifice qui, malheureusement, on le laisse aller. Là, on a un rappel de la vocation de la dentisterie qu'on retrouvait là autrefois. La sculpture qui est à l'entrée de la porte est vraiment très drôle. On retrouve bien dissimulé la tête du beau-père, c'est Louis-Joseph Papineau. Mais quand on passe devant, on ne le voit pas. Est-ce que les premières années de froid entre le père et le gendre, euh, alors, est-ce que ça menait à ça? J'ai pas trouvé de réponse. C'est quelqu'un qui le sait peut-être, là, vous pourriez éclairer ma lanterne, mais c'est une chose qui est bien, c'est c'est particulier, hein, c'est drôle. Et j'ai trouvé ceci qui est tout aussi drôle. Euh, la compagnie qui faisait des médicaments dans ce bâtiment-là faisait des pilules rouges qui étaient principalement pour les gens qui avaient des problèmes de tuberculose respiratoire, mais on l'adressait aux femmes pâles et faibles, hein. Alors, mesdames, si vous vous sentez pâles et faibles, venez faire ma visite du quartier latin. Peut-être que je vais pouvoir vous aider ou pas. On voit que c'est une belle sculpture réalisée à l'entrée par Louis-Philippe Hébert avec la tête de Louis-Joseph Papineau. Et quand on passe devant l'édifice, on remarque pas ça. On va peut-être remarquer un peu ceci, mais la tête de Louis-Joseph Papineau, la plupart des gens ne le remarquent pas. Le quartier latin aussi, c'est le lieu où les artistes étaient aussi. Quand on parle d'élite, on parle des gens lettrés, on parle d'artistes. Louis Aymon, qui est un écrivain qui va écrire le fameux roman Maria Chapdelaine, a habité sur la rue Saint-Hubert euh, à cet endroit. C'est entre la rue Ontario et la rue Sherbrooke. Donc, on s'en va tranquillement vers le parc La Fontaine, vers le plateau Mont-Royal, vers le village Saint-Jean-Baptiste. Dans le quartier latin, on retrouve aussi des lieux de diffusion culturelle. Il y a des artistes. Le Théâtre Saint-Denis fait son apparition sur la rue Saint-Denis en 1916. On y trouvait théâtre, comédie musicale, cinéma. Il y a eu toutes sortes de types d'événements culturels qui ont été tenus à cet endroit-là. D'ailleurs, la présentation première du film Aurore, l'enfant martyr a eu lieu au Théâtre Saint-Denis à l'époque. Alors, donc, un lieu de diffusion culturelle, donc le quartier latin, la culture. Vous savez, si on monte la côte de la rue Sherbrooke, c'est l'urbanisation, l'étalement du quartier latin vers le nord. On monte la rue Sherbrooke, c'est l'étalement d'une élite canadienne-française qui s'en va vers le nord de la ville. À l'emplacement, vous avez l'ITHQ et la station de métro Sherbrooke. Il y a eu une maison qui a servi d'école à cet endroit-là. C'était une maison bourgeoise qui était détenue par une famille canadienne-française. Ça, c'est l'édifice de l'ITHQ avec sa modification qui est arrivée au début des années 2000. Sinon, l'ITHQ est présent sur le site depuis 1973 lorsqu'on bâtit cette horreur qui va se mériter un prix Citron. Alors, on va corriger le tir au début des années 2000 en recouvrant l'horreur d'une cage de verre, un manteau de verre, car à l'intérieur de l'ITHQ, vous avez plusieurs types d'enseignements. Les guides touristiques, vous allez avoir des gens qui font de l'administration dans le milieu touristique. Vous allez avoir aussi des gens qui sont sommeliers, mais aussi en gastronomie et en cuisine. Alors, donc, la chaleur qui sort de l'équipement est récupérée et conservée. Donc, par géothermie, on va réussir à couper dans les frais de chauffage de l'édifice. Et ça améliore un peu l'esthétisme du bâtiment car c'était laid. Laid en tabarnak. Oh, excusez. Euh, Ici, on voit la maison qui était sur le site avant le bâtiment de l'ITHQ. On ne l'a pas démoli pour l'ITHQ. Ce qui est arrivé, ce bâtiment-là, lors des travaux pour la station de métro Sherbrooke, les travaux ont vraiment affaibli la structure de la maison à un point tel que c'était rendu un danger. Alors, on avait jugé plus approprié de raser l'édifice.
À l'origine, c'est un bâtiment qui a servi de maison. En fait, c'est deux maisons côte à côte, là. C'est des familles bourgeoises qui habitaient là. Et une certaine époque, ça a servi d'école aussi, protestante pour les anglophones, mais qui était destinée essentiellement à la population juive. On a une photo aérienne ici du square Saint-Louis, du carré Saint-Louis, et on voit ici le parc et l'ITHQ. Donc, on était avant le début des années 2000, on était encore en présence de la partie de l'ITHQ qui était lettre en temps, là. Alors, la bourgeoisie canadienne-française, quand elle va monter la côte de la rue Sherbrooke pour venir s'installer dans le plateau Mont-Royal, on monte la côte de la rue Sherbrooke. Quand on vient s'installer dans le secteur, la bourgeoisie va s'installer autour du carré Saint-Louis. Elle va s'installer aussi sur la rue Saint-Hubert et sur la rue Chérier, entre autres aussi. Et un peu aussi sur la rue Sherbrooke. On retrouve des belles maisons assez cossues sur la rue Sherbrooke. Dans le square Saint-Louis, on va déménager dans les années 70. Quelque chose qui vient du square Vigée, c'est l'ancienne toilette qu'on appelle Vespasienne. Ça, des Vespasiennes, en général, ça date des années 30, au début des années 30. Ça faisait partie des travaux pour créer de l'emploi dans la ville de Montréal. Fait qu'on créait des toilettes dans des parcs pour la population et ça a permis de créer des emplois. C'était sous le maire Camillien Wood. Alors, cette toilette-là a été déménagée car on creusait pour faire l'autoroute Ville-Marie. Alors, on a soulevé de terre, on a déménagé la Vespasienne jusqu'au carré Saint-Louis, où c'est devenu, ce n'est plus une toilette, c'est rendu un café. En été, on peut s'acheter une petite glace même. Alors, c'est un endroit fort charmant. Dans le square Saint-Louis, on retrouve aussi cette fontaine-là, qui provient, elle également, du square Vigie. Elle a été déménagée dans les années 30. La Vespasienne dans les années 1970, je pense que c'est en 71, tandis que la fontaine, elle, est arrivée sur place dans les années 30 dans le square Saint-Louis. Alors, donc, c'est une fontaine probablement qui a été créée au 19e siècle, là. Alors, peut-être au début du parc du Square Vigée, donc au milieu du 19e siècle, peut-être à son plus vieux. Donc, c'est vraiment du grand patrimoine montréalais qu'on a à cet endroit-là. Autour du Carré Saint-Louis, on a la même logique que dans le quartier latin. On a une bourgeoisie qui vient de s'établir dans le coin. Des maisons de ville côte à côte qu'on retrouvait dans le quartier latin. On en trouve quand on monte la rue Saint-Denis, là, dans le quartier latin, on trouve des édifices semblables, mais avec de devantures commerciales qu'on a rajoutées à l'avant des boîtes qui sont modernes, souvent au 20e siècle. Mais sinon, ces bâtiments-là ressemblaient à ce qui est autour du Carré Saint-Louis, avec les portes de domestiques en dessous et les étages pour la famille qui habitait en haut. Et ici, habitait dans cet édifice, il y a une plaque ici, c'est Émile Nelligan qui habitait à cet endroit-là. La plaque qui est présente ici nous rappelle la présence de ce poète. Quand on parle donc des artistes, des gens lettrés, on parle des gens érudits, ça comprend les poètes, les artistes. La rue Saint-Denis, au nord de la rue Sherbrooke, va être ouvert à partir de la construction de l'Institut des sourds et muettes que vous voyez à l'écran. Vous savez, c'est sur la rue Saint-Denis, entre la rue Chérier puis la rue Roy. Vous avez un autre pavillon sur la rue Berry de l'autre côté qui est identique à ça, là. Alors, c'est un gros complexe. C'est une institution qui s'établit là en 1862. C'est les Sœurs de la Providence qui s'établit là, sur une terre qui est donnée par un dénommé Séraphin Cherrier, et comme Séraphin Cherrier. Et M. Cherrier, lui, il donne la terre qui va permettre l'ouverture de la rue et ce qui va permettre de mettre en valeur ses terres à lui. Alors, il y a un côté mécène, mais il y a un côté aussi, c'est bon pour développer ses terres et vendre des propriétés. Alors, cet institut-là, à l'origine, ressemblait à ça sur la rue Saint-Denis. Ça, c'est le pavillon qu'on retrouve sur la rue Berry de l'autre côté. Parce que vous voyez ici, là, la première image que je vous ai montrée, ça, c'est le pavillon qui a été bâti au début du 20e siècle. Sinon, à l'origine, c'est ceci qu'on retrouvait sur la rue Saint-Denis dans les années 1860. Alors, l'Institut des sourds et muettes va permettre l'ouverture de la rue Saint-Denis au nord de la rue Sherbrooke.
Fait que vous voyez, le quartier latin qui s'étend vers le nord, mais tout ça, c'est le mouvement qui était débuté avec l'industrialisation du port de Montréal. Une population va bouger vers le quartier latin qui s'urbanise. Donc, on va aller trouver un peu plus de quiétude. On s'en va vers le nord de la ville. On monte la côte de la rue Sherbrooke. Fait que tout ce secteur-là, c'était l'élite d'une élite canadienne-française. C'était le secteur d'une élite canadienne-française qui va un jour aller encore plus vers le nord de la ville Outremont va aller s'établir éventuellement en dehors de l'île de Montréal. Alors, le mouvement de population par classe sociale, des fois, est intéressant à suivre aussi. Alors, si le sujet vous intéresse, ben, allez consulter mon site web, Stéphane Tessier. J'ai d'autres vidéos sur d'autres sujets sur mon site. J'ai mon calendrier de visite guidée. J'ai des articles disponibles en ligne. J'ai aussi des conférences que je fais parfois. Alors, je mets ça dans mon calendrier qui est en ligne. Et